Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au premier chapitre, au séminaire. Alors, deux personnes sont absentes, Annick Beaulieu et Elisabeth Chailloux. Alors, Annick Beaulieu, c'est l'avantage de l'absence. Un spot publicitaire pour son livre, Prévenir l'autisme du bébé à risque. Et vous allez voir, tu as dit ça là, tout à l'heure, très rapidement, mais on va en parler pendant tout le séminaire. Prévenir l'autisme, c'est pas prédire l'autisme. Et vous allez voir qu'une des grandes affaires qui nous occupe, qui nous réunit, c'est cet espace sémantique qu'il y a entre prédire et prévenir. Par contre, sont bien présentes, et je les remercie infiniment. On va faire tourner le bouquin, merci. Donc, François et Nicole Farge sont bien là. Et Elisabeth m'a demandé de vous transmettre toutes ses excuses. Elle a eu un impondérable, vraiment quelque chose qu'elle avait pas prévu. Elle avait bien prémédité d'être là avec nous. Elle n'est pas là et je le regrette. Mais est-ce que je peux demander aux intervenants de dire quelques mots pour se présenter? Et puis je dirais deux phrases sur l'intitulé. Donc, est-ce bien sérieux de parler de bébés à risque autistique? Mais je crois que j'ai déjà tout dit avec le contraste sémantique entre prédire et prévenir. François, qui es-tu? Alors, docteur François Farge, gynécologue obstétricien, donc une grande carrière d'obstétrique. Et en 80, l'échographie est venue chambouler la surveillance de la grossesse et en même temps ouvert sur une fenêtre sur la vie fœtale. Et dès les années 90, j'ai commencé à enregistrer mes échographies, voyant qu'il y avait une richesse là. Et on a créé un groupe de recherche, le groupe ECHO, qui, une fois par mois, visualisait avec des psychanalystes, des linguistes, ces films d'échographie. Et ça a donné lieu à des publications. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et actuellement, je travaille en PMA à l'hôpital des Diaconesses à Paris. Et parallèlement, j'effectue à la maternité cette recherche en échographie sur les mouvements généraux chez le fœtus, dont on va parler aujourd'hui. Merci, bonjour. Moi, je suis Muriel Chauvet, je suis psychomotricienne. Voilà, je travaille essentiellement en périnatalité et auprès d'adultes avec des autismes assez sévères d'ailleurs, qui, je pense, n'ont pas été rencontrés dans leur toute petite enfance. Voilà, donc je travaille essentiellement en libéral actuellement, après avoir travaillé longtemps en pédopsychiatrie, en consultation parents-bébé, en unité mère-enfant, voilà, tout ce qui est autour de la périnatalité, du développement du jeune enfant. Et je participe à plusieurs recherches, donc à cette recherche en effet sur les mouvements généraux en intra-utérin et en postnatal, et également dans une autre recherche autour du devenir des enfants issus de procréation médicalement assistée, qui est pilotée par le docteur Sarah Pidlowski, dont vous avez sans doute entendu parler. Elle fait partie du DU d'ailleurs, voilà. Donc j'ai travaillé longtemps dans son équipe et du coup on a gardé cette collaboration autour de la recherche. Et voilà, donc ce qui m'anime beaucoup dans ma clinique, c'est en effet comment est-ce qu'on pourrait à la fois observer mais aussi enseigner ces observations d'indices et d'indices qui sont souvent des indices sensorimoteurs, de particularités dans le développement, qui pourraient nous donner déjà des petits signaux que ce bébé, il est peut-être dans un certain risque. Alors de risque de quoi? Ça c'est la question du jour. Moi j'aime pas dire à risque d'autisme, j'aime bien dire à risque dans leur développement, parce que je trouve qu'il est extrêmement difficile de dire est-ce qu'un bébé va être à risque d'autisme ou est-ce qu'il va être à risque de... On ne sait pas trop, mais en tout cas, j'ai beaucoup affiné ces indices-là, l'observation de ces indices, et donc je cherche en fait aussi à la fois à aller plus loin avec l'échelle de Brazelton par exemple, avec le bilan sensorimoteur pour lequel j'ai été formée il y a bien longtemps déjà, l'observation des mouvements généraux, et aussi à enseigner en fait comment est-ce qu'on peut détecter de manière assez précoce tous ces petits signaux qui souvent passent bien
inaperçu parce que c'est un peu de la dentelle et de la grande finesse. Voilà. Donc la finesse me paraît vraiment importante. La finesse, les fluctuations, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a plein de petites choses qui font que tous ces bébés ne sont pas si évidents à rencontrer, tu as dit. C'est une belle expression, tu l'as dit tout à l'heure dans ta première prise de parole. Et c'est vrai que ces bébés qui n'ont pas été rencontrés, je trouve que c'est une bonne façon de dire les choses. Parce que ça en dit long sur ce que nous imaginons, nous souhaitons à Homo sapiens de la rencontre, ce que nous espérons de la rencontre entre des humains. Si on veut un risque zéro, d'ailleurs, comme disait Céline, c'est naître qu'il ne fallait pas. Oui, c'est mal barré si tu es né. Oui. Oui. Bon. Alors, en tout cas, je trouve que c'est important ce terme de rencontre, parce que la rencontre, enfin, pour moi, pour le tout petit, elle se fait d'emblée par l'organisation corporelle. Et encore, qu'est-ce que c'est une organisation corporelle? Enfin, André Bullinger parle de l'organisme, je trouve que c'est joli, cette idée d'organisme. On a un organisme, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il subit la gravité, et c'est tout un monde déjà, tout ça. Donc, il faut s'approprier tout ça, et bien d'autres choses encore. Et donc c'est tout un chemin de développement et tout un processus. Et je trouve que c'est important d'observer les moments où ça chope un peu dans le processus. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Nicole. Alors, Nicole Farr, je suis psychologue, psychanalyste, je suis membre affilié de la SPF à Paris. Alors moi, j'ai été contaminée assez tôt par la vie fétale, une question de contagion, de proximité. C'est pas avec moi. De conjugalité, voilà, c'est le bon mot. Bon, parce que il y a très longtemps que je travaille sur ces sujets, et au départ, sur ces thèmes, et au départ, je suis restée un petit peu à distance. Il y avait le groupe ECHO dans les années 90. C'était pas facile de faire partie de ce groupe ECHO pour moi. Enfin bon, et par contre, en libéral, à mon cabinet, j'ai commencé à recevoir beaucoup de femmes, qu'on disait infertiles, et qui étaient suivies aux diaconesses. Donc j'ai plus, moi, une clinique de la PMA, de l'avant, et ensuite, un suivi des mères-enfants, mais plutôt tourné autour de la PMA. Donc c'est là que moi, j'ai acquis une connaissance, une clinique de cette souffrance et de toutes ces parcours très très difficile. Et puis après, au fil du temps, il y a eu de plus en plus un travail en commun. Et maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est il y a cette recherche, bien sûr, à laquelle je fais partie, mais au-delà, c'est d'essayer de voir comment et pourquoi les analyses dans l'ensemble résistent tant à cet archaïque, puisque c'est souvent l'archaïque des analystes n'est pas tout à fait le même que le nôtre, on pourra en reparler tout à l'heure, et comment on peut, sans inventer tout un tas de concepts, on n'a pas besoin d'inventer, de tout ce qu'a écrit par exemple Winnicott ou d'autres, ou Bion, peut tout à fait s'adapter avec quelques subtilités à ce qu'on commence à voir chez le fœtus. Bernard et Sylvain ont beaucoup écrit sur le sujet, et qu'on peut aller comme ça, commencer à penser la vie fœtale et la vie materno-fœtale en avançant, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de résistance, et voilà. Mais donc c'est ça qui m'intéresse actuellement. Et je continue bien sûr la recherche actuelle sur les mouvements généraux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Du point de vue institutionnel, d'ailleurs, on peut remarquer que la SPF que tu as mentionnée, Société de psychanalyse freudienne, est plus réceptive un petit peu à tout ça que pour l'instant la SPP ou la PF. Assurément. Oui, c'est bien. C'est moins pire. C'est moins pire. C'est moi qui impulse, mais... Vas-y, si tu veux bien. Bon, en tout cas, Je vais éteindre. Je remercie Sylvain de cette invitation, et évidemment, c'est un membre éminent de notre groupe expert, on y reviendra. Donc, c'est la deuxième intervention au premier chapitre, et c'est vraiment un grand plaisir. Eh bien, ce fœtus, effectivement... il nous a effectivement fait initier cette recherche sur les mouvements généraux dont je vais vous parler. Alors, l'échographie, je vous en ai dit un mot, c'est le dépistage des malformations, bien sûr, avec une action de prévention, mais c'est également l'observation de la vie fœtale avec les parents. Et donc, après le temps strictement médical du dépistage, je consacre toujours un temps d'observation conjointe du fœtus avec les parents.
Ça, c'est pour moi fondamental. Et c'est ce temps-là que je filme. Je ne filme pas mon échographie morphologique. Je filme le temps d'observation conjointe du fœtus avec les parents. Pour moi, c'est une consultation d'échographie, ce n'est pas un acte technique. C'est ça mon credo. Donc c'est important. Donc ça permet d'accueillir leurs questions, leurs émotions, et c'est un support à la parentalité. Et parfois, ça permet de dépisser des clignotants qui permettront une adresse au psy. C'est tout le temps comme ça? Pour moi, c'est tout le temps comme ça. Ça a toujours été comme ça, oui. Ce qui fait qu'une échomorpho, ça a toujours été 3/4 d'heure pour moi. Et alors qu'actuellement, on a vu au dernier congrès la semaine dernière qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire un échomorpho strict en 5 minutes. Mais alors là, la parole, les parents, où sont-ils? Mais on peut faire nos 21 images en 5 minutes parce que l'intelligence artificielle nous les fait en automatique. Mais quand même, il y a eu quelques mots dans la salle en disant mais on reste des humains, il faut parler aux patients. Et bon. Donc ça a quand même été abordé que l'intelligence artificielle ne faisait pas tout et qu'il fallait quand même savoir qu'on avait des humains en face de nous. Donc ça m'a fait plaisir La d'entendre. rencontre, justement. Oui. Voilà. Oui. Mais ça est venu de la salle et pas du bureau. Donc, qu'est-ce que c'est que cette activité fétale? C'est d'abord ces mouvements involontaires, spontanés, décrits par Precht. Muriel y reviendra en 81 chez le nouveau-né. Ça, tu le développeras. Mais c'est aussi des mouvements isolés d'une main, d'un pied, d'un bras. C'est également des mouvements orientés vers un but. Des 8 semaines gestationnelles, j'ai pu filmer un petit embryon, il faut l'appeler embryon encore à ce terme-là, qui allait palper son cordon ombilical de façon très précise, après un petit temps d'observation où on a l'impression qu'il touchait par hasard, et ensuite, il y a eu comme une caresse sur le cordon, des 8 semaines gestationnelles, il y a déjà des mouvements orientés. Donc ça, c'est important. Il y a effectivement d'autres mouvements, comme l'activité cardiaque, les mouvements respiratoires, la déglutition, les mouvements oculaires sur lesquels on peut travailler, et des réflexes. Je citerai l'exemple d'un fœtus piqué par l'aiguille d'amyosynthèse qui va avoir un réflexe de retrait. Alors le rôle de cette activité fétale, c'est le développement neuronal, c'est un entraînement à la motricité ultérieure, et c'est l'exploration sensorimotrice. C'est ça qui va permettre l'exploration sensorimotrice qui va être au fondement de notre vie psychique. Ce qu'on dit, c'est que les premiers mouvements, alors est-ce que c'est ceux qu'on appelle mouvements embryonnaires? Ça, c'est une question. Mais que les premiers mouvements, c'est des mouvements de. En fait, vraiment, le fœtus a juste la tête et puis un petit. Je sais pas, voilà. Une petite poche, là, une petite queue comme ça. Il a juste des petits bras qui sont tout. Enfin, voilà, il n'y a pas encore. C'est que des bourgeons. Et en fait, on voit des mouvements d'inclinaison avant-arrière et voilà, donc c'est des mouvements en fait plus comme ça. Et qui ont été étudiés déjà, codifiés, non, pas du tout. Que j'ai filmé. Oui, on en a quelques-uns. Ce que tu as fait, la jolie, c'est ondulatoire, c'est ça? Oui, ondulatoire. C'est comme la sirène. Comme la sirène, oui. Oui, j'avais la même association infantile. La sirène, voilà. Oui, la sirène. Bon, alors, le fœtus au ballon, alors c'est vraiment un peu une... Sur 5000 amyosynthèses que j'ai pratiquées en 30 ans, c'est un incident qui est arrivé 2 fois, en 2000 et en 2011. Celui-là, c'est 2011. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un saignement un peu anormal de la paroi et formation d'un caillot sanguin dans le liquide amniotique. Et à ma grande surprise, j'ai gardé la patiente parce qu'on était inquiet qu'il y ait une fausse couche, bien sûr. Et je vous rassure, la maman et le bébé vont bien. Et c'était en 2000, donc ils vont bien, ils ont grandi depuis. Et j'ai eu la surprise de voir ce fœtus, on a 15 semaines gestationnelles, 3 mois et demi, commencer à jouer avec cet objet dans son environnement. Sachant qu'il... L'enfant l'a vu, ça, plus tard? Parce qu'il a vu. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore, mais... Il n'aime pas le foot. Il n'aime pas le foot, oui. Ah, c'est intéressant. Il a été vacciné. Alors, je vous montre cette observation. On voit le caillot sanguin qui est ici, donc je l'appelle ballon, c'est plus élégant. Et vous voyez les mains ici, regardez les mains en crochet, qui est dans un geste de préhension précis. Il n'a pas la vision, il n'est pas censé avoir la vision en tout cas. Avec son pied gauche. Voilà, et il va, effectivement, vous allez voir, renvoyer le ballon avec son pied et le renvoyer avec la main. Vous voyez, le mouvement à l'aller-retour, c'est ça qui nous a fait dire jeu de ballon. Et voyez le mouvement répétitif. Si c'était isolé, on dirait c'est du hasard, mais non, c'est précis et répétitif. Et ça a été après un temps
d'accoutumance. C'est à la fin de l'examen, vous voyez les tapotements. Il vient tapoter une main au-dessus, l'autre main en dessous. C'est étonnant. Les neurobiologistes, il ne peut pas faire ça à cet âge-là, c'est pas possible. Il le fait, expliquez-le. Donc c'est 3 mois et demi. Le fœtus fait 17 cm et il a un geste précis de palper et de jeu avec cet objet dans son environnement. Sur un autre plan, ça nous a fait beaucoup réfléchir aussi aux capacités d'attention, parce qu'on disait que c'est très fluide, très primitif chez les bébés, alors que là, on a une attention soutenue longtemps. Tout à fait. Attention et voilà, vous voyez ce cambre en épisotonos, ça peut traduire un mal-être chez le fœtus et il renvoie au fond de l'utérus. Le jeu est terminé. Juste 2 secondes là pour bien vous montrer le mouvement de retrait que vous allez voir dans un autre cadre. Il ne faut pas toujours surinterpréter, mais... Mais ce qui en dit long sur l'acuité dont il fait preuve à l'égard de ce nouveau venu dans son environnement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, ce que je serais tenté de dire, ça en dit long sur son hyper connaissance de son environnement, puisqu'il repère l'intrus inhabituel. Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du paysage habituel. La durée du film, c'est combien de temps là ? Là, c'est 4 minutes. Je l'ai filmé 45 minutes, moi. Et on a combien de temps d'attention, combien de minutes d'attention fétale là ? Je pense qu'avec les couples, il y a une dizaine de minutes d'attention fétale. Ça, c'est incroyable. C'est des secondes. Oui, non, j'allais dire son attention, elle est aussi possible, et son orientation, elle est aussi possible parce qu'il est mis en forme. Il est mis en forme dans cette posture un peu regroupée, il a un appui dorsal. Il a un appui dorsal, oui. Il est déjà en construction de son arrière-fond, qui va être aussi toute une partie de son développement. On parle beaucoup de l'arrière-fond, Geneviève Vague en a beaucoup parlé, André Bullinger aussi, mais c'est le début de la construction. Là, il y a un temps d'arrêt, et c'est là qu'il va effectivement se cambrer en arrière. Oui, comme si c'était trop. Comme si c'était trop, voilà. Et vous allez voir qu'à la fin, il rejette le ballon au fond de l'utérus. Il se cambre en arrière et il rejette le ballon. Ah oui, le retrait. Et justement, si vous l'avez filmé pendant 45 minutes, sur les 45 minutes, il a joué pendant combien de temps après ? Il y avait un temps d'apprentissage au départ. C'était du hasard au départ. Et le premier que j'ai filmé en 2000, au début, ça faisait comme des toiles d'araignée, la fibrine qui tombait de la paroi maternelle, et il faisait comme ça, comme s'il voulait nettoyer sa maison. C'était impressionnant. Celui-là n'a pas fait ça. Et après, il y a eu un jeu de ballon exactement identique à celui-là, que j'ai eu 11 ans après. Je cherche pas, normalement je regarde en Doppler l'endroit le moins vascularisé, tout ça, je fais très attention quand je fais une amyosynthèse pour que ça ne saigne pas. Et alors que là, tout était fait dans les règles et il y a eu ce saignement inopiné, oui. Alors qu'elle ne prenait pas d'aspirine, il n'y avait pas de cause particulière. Mais ce moment de retrait, là, qu'on voit bien, que tu vas remontrer après avec l'IRM ciné, que Régine Pratt décrit aussi, enfin, elle refuse d'être lâchée, elle parle de retrait, c'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant d'un mouvement où tout d'un coup c'est non, quoi. C'est quelque chose de saturation, d'un refus. Un refus, c'est trop dire. Mais refus, c'est trop dire. C'est trop dire. Une discontinuité, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'investissement orientés et puis il y a des moments off. Est-ce qu'on pourrait plutôt parler de régulation, quelque chose où il vient une régulation sensoritonique, peut-être, quelque chose comme ça. Ce qu'on vit avec des enfants très jeunes, quoi. Oui. On sent qu'on a un temps d'activité très ludique, très investi, puis on tend, juste après, il y a du dodo, et puis ça revient, enfin il y a comme ça une rythmique très ondulatoire justement, par rapport à ce qu'on avait Donc voilà, on l'a mis en ligne, il a été présenté à New York, à Montréal. Il a été admiré dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, oui, Lisa Hous a dit qu'il y a eu un très bon retour, accueil et surprise de cette observation qui est unique, quoi. Alors, autre observation qui nous a intéressé, qui n'est pas de moi, puisque c'est de l'IRM ciné,
Et vous allez voir aussi quelque chose de tout à fait surprenant. Là, on a 6 mois. Alors, j'étais à 3 mois et demi sur le fœtus au ballon. Là, on est à 6 mois. Le fœtus est plus grand. Il faut te dire ce que c'est. Alors, l'IRM ciné, c'est l'IRM temps réel, comme l'échographie temps réel, c'est le film. Hein. L'IRM ciné, c'est voir en temps réel. Et en IRM, comme la femme enceinte est dans la machine, on a la vue globale. On n'est pas limité, comme moi, avec la sonde d'échographie, où j'ai un champ limité en fin de grossesse. Là, en IRM ciné, on peut voir l'ensemble du fœtus encore à 6 mois. Donc, ça a un avantage de l'IRM sur l'échographie en fin de grossesse. Et donc, c'est l'IRM en cinéma. Pour la femme enceinte, c'est quand même beaucoup moins anodin que l'échographie. C'est quand même très bruyant, l'IRM. Donc, il y a quand même... bon, voilà, c'est fait en recherche à Necker, mais il faut effectivement être prudent quant à l'utilisation de l'IRM chez le fœtus. On le fait dans des cas de pathologie. Nous, en échographie, vu une anomalie cérébrale ou autre, on va pouvoir affiner en IRM. IRM ciné, c'est encore autre chose. Donc, je vous montre ce film. Vous allez voir qu'il va jouer avec son cordon hein, de façon très précise, toutes choses qu'il est absolument incapable de faire à la naissance. L'IRM ciné peut être toxique pour le fœtus? Ben, c'est déjà très bruyant. Oui. Alors, c'est des ondes électromagnétiques violentes quand même. Et on n'a pas beaucoup de recul. Et puis c'est lourd comme examen. Enfin, quand même, la femme enceinte est 3/4 d'heure dans le tube. C'est pas rien quand même. On a un autre exemple où il y a une tachycardie de la mère à 200 et du fœtus également. Oui. Donc, Et quelle est ton opinion, la même question de la iatrogénie au niveau de l'échographie, parce qu'on avait vu passer à une certaine époque quelques questionnements, voire certains travaux qui disaient que au-delà d'une certaine durée, tu as une opinion là-dessus? Ça fait pas... je reste sur des séquences limitées quand je fais de l'échographie 4D, où il y a une puissance d'ultrason bien plus importante qu'en 2D. D'accord. Donc quand je fais du 3D et du 4D, c'est les 3 plans de l'espace plus le temps réel pour avoir du cinéma. Donc on va avoir une petite séquence tout à l'heure. Mais là, je suis prudent parce qu'on délivre beaucoup plus d'ultrasons, mais c'est une prudence sans fondement scientifique. C'est-à-dire, pour l'instant, C'est du principe de précaution. C'est du principe de précaution. Tout à fait. d'accord. En IRM, c'est autre chose. C'est l'environnement, c'est le bruit, c'est... Donc je vous montre cette IRM ciné. Donc vous voyez le cordon ombilical, ici la boucle du cordon, qui ramène avec son pied, et vous allez voir le mouvement de la main sur le cordon, regardez. Il va avec l'index faire le tour du cordon ombilical. Incroyable. C'est incroyable, à 6 mois. Il a pareil, là il a peut-être la vision, il y a peut-être une certaine vision. À peine tout juste. À peine. Tout juste, tout juste. Et regardez avec le dos de la main, là, il palpe le cordon avec le dos de la main. Il revient, on voit que ce sont des mouvements orientés. Là, il va se mettre un peu sur le côté et vous allez voir qu'il a l'attrapé avec la pince entre les doigts et la main. Et là, c'est le tenu lâché de Régine Pratt. Hein. Il relâche, il reprend. Ça, vous avez montré, Donc vous voyez ce mouvement absolument extraordinaire, précis, orienté. Il resuit la boucle du cordon. Et là, le jeu est terminé, il n'est pas content. Et vous voyez le mouvement rapide, ventilatoire, une hyperventilation qui doit montrer l'émotion, le stress de ce fœtus. Cette exploration. On bute toujours sur l'attention, c'est certain. L'intention. Oui, point d'interrogation. Il y a une intention exploratoire. Sensorimotrice. Absolument. Sensorimotrice. C'est ça. De l'affinage. C'est ça. C'est ça. Elle est- C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec l'intentionnalité des philosophes. Mais oui. Alors là, c'était des mouvements orientés exceptionnels, hein, vous l'avez vu. Les mouvements orientés les plus habituels, c'est toucher de la paroi, toucher de son visage, toucher du cordon. Ça, on le voit tous les jours en échographie. Mais bon, là, ce sont des films un peu exceptionnels qui montrent des touchers précis, un peu étonnants. Hein.
Et donc là maintenant, j'arrête sur les mouvements orientés. On pourrait aller très loin parce que nous on a été plus loin avec la recherche sur les jumeaux, comment ils se touchaient, comment ils rentraient en contact, tout ça. Donc bon, mais là il nous faudrait plusieurs jours. Donc je vais passer la parole à Muriel Chauvet pour lancer les mouvements généraux. Oui, non, j'ai pas texté. Notre recherche qui est sur les mouvements généraux in utérus, elle se base d'abord sur ce qui est décrit sur les mouvements généraux chez le bébé. Et je passe la parole à Muriel pour ces mouvements généraux chez le bébé. Alors, les mouvements généraux, ça fait partie de la motricité spontanée du nouveau-né. Et on va dire que ça constitue un peu l'expression directe du fonctionnement de son système nerveux central, en fait. Donc, c'est quelque chose de très neuromoteur, on va dire. C'est des mouvements très globaux. Qui reflète l'état fonctionnel du système nerveux du fœtus et du nouveau-né. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils apparaissent vers 7-8 semaines d'aménorrhée et ils vont se poursuivre. Donc, en fait, je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils traversent cette naissance, en fait. Donc, ils commencent à 7-8 semaines d'aménorrhée et ils vont se poursuivre jusqu'à 20 semaines post-terme, donc à peu près 5 mois. En postnatal, avant l'apparition des mouvements volontaires. Voilà. Donc c'est une chorégraphie, c'est une véritable chorégraphie qui va toucher toutes les parties du corps, qui va durer quelques secondes à quelques minutes. Ça dépend un petit peu c'est des mouvements qui changent avec le temps, qui s'organisent de manière différente. Vous allez voir, il y a plusieurs types de mouvements. Donc il y a une intensité, une force, une vitesse qui est variable au fil du temps. En général, surtout au début, il y a un début et une fin progressive. Vous allez voir ça, le bébé, enfin surtout le bébé, le nouveau-né démarre avec des mouvements qui sont plutôt de petite intensité, puis après il y a une espèce de vague comme ça, et puis après hop, ça se réduit à nouveau. Donc on observe un petit peu tout ça. Alors il y a plusieurs types de mouvements. Il y a les mouvements qu'on appelle intra-utérins ou prématurés. Ensuite, à peu près jusqu'au terme. Et puis à partir du terme, donc à partir de la naissance, il y a des mouvements prématurés. Prématurés ou les mouvements intra-utérins. Parce qu'on peut les voir. Si un bébé est né prématurément, on appelle ça on regarde les mouvements du prématuré. Okay. Voilà. Et s'il n'était pas né à terme, ça serait encore des mouvements intra-utérins. Bon. Je pense que c'est ça voilà. Et à partir du terme, jusqu'à à peu près, j'ai plus en tête, si c'est ça, 8-9 semaines en postnatal, il y a ce qu'on appelle des mouvements writing. Alors des mouvements writing, c'est des mouvements qu'on appelle de contorsion, qui impliquent tout l'ensemble du corps et qui sont plutôt de grande amplitude. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez voir, le cheminement de ces mouvements est vraiment très, très riche et très important. Et puis à partir de 9 semaines post-terme, jusqu'à environ 20 semaines, il y a des périodes où les choses se chevauchent un petit peu, mais il y a ce qu'on appelle l'apparition des mouvements fidgety. Et les mouvements fidgety, c'est des mouvements beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, beaucoup plus proches de l'axe. Donc de l'axe médian, et qui sont en flot continu. C'est-à-dire que là, il n'y a plus cette vague comme ça qui démarre et puis qui s'arrête. Il y a des petits mouvements, Et ces petits mouvements fidgety, vous allez voir, ils donnent au bébé vraiment une belle appétence relationnelle. Ce qui est très important, c'est que justement, il y a une transition qui est très importante entre les mouvements writing et les mouvements fidgety. Justement, le fait qu'ils se rapprochent de la ligne médiane, qu'ils deviennent plus petits, ça témoigne vraiment d'une maturation neuronale. Ça, c'est très important. Il y a une migration neuronale qui va du sous-cortical vers le cortical. Et ça s'accompagne d'un processus qu'on appelle l'apoptose de la sous-plaque. En fait, il y a une sous-plaque qui diminue. Et à ce moment-là, les mouvements deviennent plus fins. Alors, l'intérêt de ces mouvements en fidgety, c'est que c'est un peu comme si c'était le socle de la motricité future. Parce que c'est ces tout petits mouvements qui vont permettre d'attraper un objet un petit peu plus tard, qui vont permettre
de tendre les bras, qui vont permettre le pointage, si on va un petit peu plus loin dans le développement. C'est à la base de tous ces petits mouvements, qui sont des petits mouvements qu'on appelle de calibrage, qui vont permettre cet aspect d'expression du bébé, mais aussi d'être regardé et d'être vu, évidemment. Oui. 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 En anglais, fidget, to fidget, Fidget, ça veut dire trépigner. Alors, Des petites choses, hein. oui, c'est... Agitation. Moi, je dirais que c'est qui remue sans cesse. Ça va vous en faire. Mais alors, ce que tu veux leur dire, si j'ai bien compris, Oui. c'est que pour que les fidgetis apparaissent, Oui. plus fins, il faut quand même que d'abord les grands mouvements se résorbent. Exactement. Parce que la résorption des grands mouvements signe la résorption de la sous-plaque, Exactement. qui va permettre l'organisation de mouvements Voilà. fins, c'est ça? Voilà. Donc, Et ces mouvements fins, c'est pas que les mains. non, c'est tout le... Oui. Les Vous orteils allez en aussi. voir, mais voilà, c'est les orteils, c'est tout. Voilà, on va vous en montrer, je pense que c'est important. Ok. Alors, ce qui est très important, c'est que... voilà. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites autour des mouvements généraux, de l'observation des mouvements généraux. C'est vraiment un très sensible indicateur des troubles neuromoteurs du nouveau-né. Donc ça, c'est important parce que il y a des études qui ont montré qu'il y avait une sensibilité qui était exactement la même qu'une IRM au même âge. Voilà, donc il y a une sensibilité de 98%. Donc ça veut dire que observer l'activité spontanée du nourrisson avec un protocole qu'on va vous dire, ben c'est un point vraiment, ça peut nous donner déjà des indices de l'état du système nerveux de ce bébé et de ses compétences. Voilà, alors. Le neuromoteur, c'est Oui. consensuel. Oui, Il ne faut pas remplacer neuromoteur par neurodéveloppemental tout de suite. exactement. Exactement. Et encore une fois, ça, j'y reviendrai plus tard, c'est un marqueur, c'est un indicateur, mais c'est une observation qui est en soi complètement insuffisante. Il faut évidemment regarder tous les autres aspects du développement de ce bébé et prendre le temps d'une consultation beaucoup plus fine, d'une observation beaucoup plus précise. Mais c'est un petit indicateur qui nous dit déjà, ce bébé, il a une vulnérabilité. Son équipement montre une vulnérabilité. Il y a des bébés qui montrent une vulnérabilité quand ils ont des writings, au moment des writings. On demande une vidéo parce que le moment vraiment pour observer les mouvements fidgety, il y a ce qu'on appelle un golden age qui est entre 9 et 12 semaines. Et on demande une vidéo à 10-12 semaines. Et on s'aperçoit que ce bébé, il a super bien récupéré. Donc, ça veut dire qu'il avait finalement un équipement suffisamment bon et il a rencontré un environnement suffisamment porteur qui a fait que ça s'est réorganisé. Pour d'autres, et vous allez en voir quelques-uns, c'est pas suffisant, ça s'est pas suffisamment réorganisé, et donc c'était quand même un signe d'alerte, j'ai envie de dire, un signe de, genre, moi j'aime bien dire vulnérabilité parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est un signe de vulnérabilité qu'on peut observer de manière très précoce et qui juste nous permet de nous mettre un peu en alerte et de dire bah, tiens, ce bébé, on aimerait bien un peu plus l'accompagner, un petit peu plus savoir ce qu'il vit dans son quotidien, comment est-ce qu'on peut soutenir les parents pour le portage, les installations, le bain, voilà, et juste on a un œil sur lui. Et parfois, ça suffit d'avoir un petit œil, vous allez en voir plein, pour lequel on a eu un petit œil pendant 2-3 séances, et puis, pof, ils sont partis. Dans une play ou writing? Tu peux les play? Writing, alors W-R-I-T-H-I-N-G. Oui, voilà. W-R-I-T-H-I-N-G. Et ça, la traduction, une des traductions en tout cas, c'est mouvement de contorsion, impliquant l'ensemble du corps et de grande amplitude. Et nous sommes demandé s'il existait in utero des mouvements généraux atypiques en continuité, ou pas d'ailleurs, avec ce qu'on observe après la naissance, ce qui permettrait d'alerte précoce. C'était ça l'idée, puisqu'on sait qu'il existe in utero, ces mouvements généraux, mais
est-ce qu'on peut voir des atypies? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? C'est vraiment ça le but de notre recherche. Donc je vais vous présenter cette recherche. On a commencé à l'hôpital des Diaconesses en 2023. Donc j'ai enregistré aux 3 trimestres de la grossesse, parce que c'est très différent, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et les parents avaient la mission de filmer le bébé à la naissance, 3 minutes, avec un smartphone, plein champ, sur la table d'examen, en body pour qu'on voit bien les bras, les jambes. Chez eux, hein. Sur la table. Oui. Sur Sur un tapis. Sur la table allongée. On dit table d'éveil. Non, tapis d'éveil. Tapis d'éveil. Allez, tapis d'éveil. Oui, table d'examen. C'est une déformation médicale. Sur le tapis d'éveil. Oui, certains le font sur la table allongée, c'est pas une bonne idée. Mais tapis d'éveil, c'est mieux. Donc sur le tapis d'éveil, 3 minutes, plein champ. Si possible, le bébé de face. Alors, ils ont du mal des fois, parce qu'on est très intéressé à voir qu'il y a une bonne symétrie, la tête qui se penche à droite, à gauche, la symétrie des bras, tout ça, vous allez le voir. Donc, au 1er mois pour les rois fines et au 4e mois pour l'apparition des fidgetis. Donc, ces enregistrements échographiques de 3 par grossesse et postnataux sont analysés par le groupe expert, ici présent. Donc Annick Beaulieu qui nous a fait un petit peu faux bon, Muriel Chauvet, Nicole Farge, Bernard Goltz, Christian Grégoire qui nous suit depuis le Brésil, Chantal Lheureux, David C, et puis évidemment Sylvain Moussenier. Par ordre alphabétique, mais c'est la vedette. Juste une chose aussi pour discuter avec les étudiants. Comment? Avec les Bovici, Mazet et d'autres, sur des films de bébés à la maison, filmés par les parents aussi, qui n'avaient jamais pas donné grand-chose d'ailleurs, parce que les caméras étaient grosses, parce que la caméra elle-même intriguait ou faisait peur au bébé. Bon. Et puis parfois, si le bébé ne voit pas l'œil des adultes, c'est pas la même chose que s'il a le regard en direct pour les bébés fragiles, tout ça. Bon, bref, ça n'avait rien donné jusqu'à ce que des études beaucoup plus récentes à Pise, avec Filippo Muratori, etc. Bon, Christine Naznik a travaillé les documents, et moi aussi, Stern, bon, avec les petits iPhones et tout, c'est devenu plus léger. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces premières études, qui étaient difficiles à interpréter, Soulet avait eu d'ailleurs sans doute une intuition. Là, il avait dit, mais de toute façon, même si la caméra ne gênait pas vraiment, il y a un problème parce que l'idée était de voir si sur des films, au moment des anniversaires de 6 mois, de 1 an, est-ce qu'on aurait pu, après coup, trouver des indicateurs qui montraient que ce bébé avait des risques de devenir autiste s'il est devenu. Et Soulet disait, mais de toute façon, vous ne trouverez pas grand-chose, même si les caméras ne gênaient pas, parce que vous avez un effet contre-transfert du zoom des parents. C'est-à-dire que quand ils filment leur propre enfant, si les choses vont très très bien, ils continuent à filmer, et si eux-mêmes sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans même pouvoir se dire exactement ce qui ne va pas, ils vont aller filmer le petit frère qui est en train de faire des bêtises, la petite sœur, etc. Ils vont lâcher le truc. Voilà. Ma question, c'était pour dire sur ces vidéos faites à la maison sur la table d'examen, comme tu dis, est-ce que comment je ne me rappelle plus le protocole là. Ils filment quoi qu'il arrive, il faut qu'ils restent, ou on est aussi soumis à leur contre-transfert là. C'est une question intéressante. Alors, tu peux répondre, oui. Oui, alors il y a un... On leur donne des consignes Voilà. très strictes pour le film. C'est ça. Hein, Ouais, pardon. On envoie un petit mémo. On a un petit mémo technique où on leur dit qu'il faut filmer le bébé en body sur un plan dur, plutôt une surface neutre. Donc là, vous allez voir, c'est pas le cas pour le prochain bébé. Voilà, pendant 3 minutes, sans tétine et sans interagir avec lui. En état d'éveil calme. Voilà. C'est c'est pas toujours facile. En état 3, oui, c'est ça. En état d'éveil calme, qu'il soit disponible, enfin, etc. Bon. Si les parents n'arrivent pas à filmer, en général, c'est un indicateur aussi que c'est un bébé très irritable, qu'on ne peut pas poser au sol. Il y a souvent eu des questions de régurgitation, par exemple, de reflux, des choses comme ça. Et je trouve c'est voilà. Et les quelques vidéos, parce qu'il y en a une qu'on a eue,
où il y a une maman qui a filmé, je me souviens qui a filmé en interagissant avec son enfant, je pense que c'est juste parce que pour elle, c'était insupportable. Et c'est vrai c'est pas un truc évident, il faut prévenir le bébé. Enfin, déjà, moi, je dis toujours aux parents, vous prévenez le bébé. Et parce que moi, je filme régulièrement des mouvements généraux comme ça à mon cabinet. Avec les parents, on met la caméra en plan comme ça, un peu en haut. Et puis, avec les parents, on se met au sol, loin. Et on regarde un petit peu, voilà. Mais ils sont plus en interaction, ils sont plus en possibilité de nous voir. Donc évidemment, ça crée quelque chose et pour le parent et pour le bébé. Et donc, c'est important déjà de prévenir le bébé. Et puis, s'il se met sur le côté, tant pis, mais il essaye de mettre de face. Ils peuvent le remettre droit. Et la dernière, là, une sage-femme, elle m'a envoyé trois films, à chaque fois il s'est retourné. Ça, je vous l'ai envoyé ce matin. Mais oui, parce qu'il était déjà plus grand. Il a que 6 jours et il est en avance et il s'est déjà retourné à 6 jours. Ah ouais. Okay. Donc on est tranquille, on sait qu'il va bien. Je dirais un petit mot. Avec le groupe ECHO, en les années 90-2000, on envoyait un des membres du groupe, une psy, ils étaient 2 psys, aller à domicile. Et ça n'a pas donné grand-chose, parce que c'était jamais le bon moment. En plus, c'était sur des jumeaux, donc il y en a un qui dormait, l'autre qui dormait pas, ou il pleurait, c'était le pas bon moment, c'est le moment du biberon. Donc, en fait, les films des parents sont quand même les meilleurs films, parce que c'est eux qui vont avoir dans la journée le bon moment pour avoir un éveil calme. Et on leur dit, il ne faut pas qu'il y ait de hoquet, il ne faut pas qu'il y ait de pleurs. Et c'est pas si facile que ça, mais en particulier une avec ses triplés qui a eu un peu de mal. Mais c'est quand même les meilleurs films faits par les parents, parce que nous, l'équipe qui allait à domicile, n'était jamais au bon moment. Et puis les psys ne savaient pas forcément mettre la caméra en route. Mais ça, oui, bon d'accord, les psys confondaient on et off, mais bon. C'était très content, ils revenaient, on a des belles séquences, oui, mais ça alors, ça ratait, oui. Ça, c'est la blague. Mais est-ce que l'intuition de Soulet reprise par Bernard, moi je crois que même si dans votre mémo, il y a l'injonction, avec des guillemets, de vous filmer tant de temps sans coup férir, moi je crois quand même que, et vous semblez en être d'accord, que quand il y a quelque chose d'insupportable, Sa Majesté le bébé, on n'a pas envie de le montrer aux chercheurs sous son mauvais jour. Enfin, moi je me risquerais, c'est très spéculatif de ma part, mais je me risquerais à dire que cet effet, c'est bien de l'avoir en tête, parce que dans une publication, par exemple, ça me semble très, très pertinent de dire qu'on accepte l'impact de ce biais, même si on a essayé de le réguler, de l'amoindrir dans le mémo. On va sentir que quelque chose ne va pas, parce que c'est quelque chose tout ça. Oui. Et j'ajouterais un mot, c'est que le groupe expert m'a pas raté. Dès qu'un bébé bouge pas tout à fait bien et tout ça, je parle pas pareil, j'ai un contre-transfert majeur. Et, un fœtus, tu veux dire? J'ai dit bébé, oui, mais c'est un fœtus bébé. Oui, mais bon. C'est un bébé qui est dans le ventre. Donc le groupe expert me rate pas. Ils font autant regarder le bébé, les mouvements qu'ils voient pas toujours bien, ça dépend de l'échographie, du terme et tout ça, mais ils écoutent comment je parle et à ma voix, ils voient tout de suite si je suis content ou pas de ce bébé, ce fœtus bébé. Donc ça va aussi en prénatal. Ça va. Vous m'avez pas raté. Et je dis oui, effectivement, là, j'ai essayé de stimuler, j'ai essayé de donner la répartie aux parents, mais effectivement, je n'étais pas satisfait des mouvements de ce fœtus. Alors donc, le groupe expert, je vous l'ai présenté. On arrive à l'inclusion de 60 patientes. Alors, on l'a dit, grossesse spontanée, grossesse PMA et aussi recrutement de fratrie TSA quand il y a un aîné dans la fratrie qui a une TSA. Donc on a les 3 dans le recrutement et c'est intéressant de les comparer. Donc c'est analysé bien sûr par le groupe expert. On a élaboré une grille de repérage des mouvements généraux, je vais vous la montrer, in-utero, et de leur évolution parce que ça évolue en fonction des 3 trimestres. On va analyser pour voir si on a des corrélations pré- et postnatales. Et on essaye de voir si on a des mouvements atypiques en postpartum en vue d'une prise en charge transdisciplinaire précoce. Et là, je ne vous parle pas des mouvements atypiques en prépartum, c'est prématuré, on ne dit rien, on ne va pas angoisser une femme enceinte parce qu'on trouve qu'il ne bouge pas tout à fait assez.
bien sûr, asepsie verbale et on ne dit rien de ce qu'on ne sait pas encore, on attend la suite. Par contre, ça va déclencher une vigilance pour le postpartum. La typologie des mouvements généraux et des fœtus qui vont bien et de leur évolution pendant la grossesse est à peu près connue, ça. Non, pas du tout. On n'a pas une norme de ça. Non, pas du tout. Personne. Personne ne C'est nous s'intéresse à ça. C'est nous qui créons la norme. Oui. Mes collègues échographistes sont terrorisés de ce que je fais en disant mais on passe déjà 2 plombes à faire des examens morphologiques et tout ça. Si tu trouves quelque chose, on va encore perdre un quart d'heure de plus. Oui. Alors que... mais je veux dire, est-ce qu'on risque pas de nous dire, vous trouvez des anomalies, vous décrivez des fœtus qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que les autres, dans les mouvements signés peut-être un risque neuromoteur ou autre, mais vous ne savez pas quelle est la norme, de toute façon, à cet âge. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'on est justement, qu'elle se crée ce faisant, quoi. Mais oui. C'est une étude préliminaire. C'est une étude préliminaire. Et la semaine dernière, au notre grand congrès de gynécologie obstétrique pratique, j'ai discuté avec le comité scientifique et ils m'ont dit mais est-ce que tu as des preuves scientifiques? Et ben je dis ben justement non, c'est à nous d'établir les normes c'est une étude préliminaire. C'est un des items dans la checklist, le cahier des charges de l'échographiste. Évaluer la motricité fétale. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pour ça que j'étais inquiet. Mais oui. Ah ben complètement. Mais oui. D'accord. Ils sont inquiets, tu vas nous mettre un fil à la patte. Il n'y a rien là-dessus. Après, si. Mais maintenant que l'intelligence artificielle lui permet de faire leur examen en 5 minutes, ils vont bien nous donner 5 minutes pour regarder l'activité fétale. Donc, ça veut dire que- Après, peut-être qu'ils sont quand même, ils sont peut-être alertés s'ils voient vraiment un fœtus qui ne bouge absolument pas ou a des postures particulières. Peut-être qu'ils ont des grandes lignes. C'est qu'il y a déjà une pathologie, qu'il y a Oui, c'est l'hypertension, ça. il y a un diabète gestationnel, il y a ça. Alors oui, Donc, c'est un- oui, mais là, sont quand même des petits on n'est plus dans le indicateurs. dépistage, on est dans la pathologie. Et là, effectivement, Ok. on va être attentif à ça. Mais ils seront plus intéressés par leur Doppler, leur IRM cérébral et ces choses-là que par l'activité fétale. D'accord. Or que c'est un indicateur, c'est un Alors marqueur que super important. c'est un marqueur certainement à remettre en valeur. Oui. Donc on peut espérer que dans la corporation, ça puisse être un marqueur qui trouve sa légitimité dans la checklist de l'échographiste standard. C'est pour ça que- si on rêve un peu. C'est pour ça que je me place pour l'année prochaine présenter un topo à la gynécologie obstétrique pratique porte-maillot. Pour leur mettre ça dans la tête. On viendra en... Mais Oui, vous viendrez en faire. même chez moi au Diaconesse, une sage-femme sur 2 ne sait pas ce que c'est que les mouvements généraux. Donc j'ai fait 2 topos déjà. Une question. Dites-nous. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même du médecin obstétricien, gynécologue obstétricien, pardon, déjà quand même, est-ce que le bébé bouge Enfin, moi je me rappelle qu'on me posait quand même la question sur est-ce que je me sens bien Les vrais cliniciens comme moi, les vieux, oui. Ouais. Les Catherine Dolto, les aptonomistes, ceux qui ont une démarche à ce niveau-là, oui. Mais Becker, quand j'ai eu un déclenchement parce que baisse des mouvements fétaux, selon moi, ils m'ont dit c'est une évidence, on écoute la maman, c'est votre. Même si à l'échographie on voit des mouvements et que c'est rassurant, nous on considère que vous avez raison. Ah, c'est chouette. oui, tout à fait. Non, mais C'est une bonne... C'était... en bonne clinique obstétricale, bien sûr. C'était Bien quelqu'un sûr. de... Ça fait un peu rêver ce que vous dites, parce que Oui, c'est pour ça que je me communique aussi. le parce que ressenti- j'étais très- Le ressenti maternel, le c'est ça. ressenti maternel, C'est comme ça. faisant partie vraiment de la sémiologie, Ouais. de ce à quoi le médecin est attentif. Mais ça, à mon avis, c'est une variable très... C'est une variable surtout du dernier mois et quand on est proche de l'accouchement et qu'on est attentif à ça. C'est effectivement, oui, heureusement. Heureusement, oui. C'était pas... Ça. Donc dans notre protocole, l'examen est complété par un questionnaire pédiatrique que fait Nicole Farge à 1 an et à 2 ans pour vérifier la bonne santé de l'enfant, l'évolution, tout ça.
Et donc c'est un travail important ça, parce que c'est un retour important sur notre travail aussi. Oui, c'est un retour important sur votre recherche. On n'a pas trop le temps, on va pas avoir le temps. Mais c'est une dizaine de questions, des questions simples, l'âge de la marche, des choses comme ça, des questions simples, basiques, pas psy. Les parents ne disent pas, ils disent ce qu'il faut dire. Ils savent à quel âge un bébé doit marcher. Ils disent ce qu'il faut dire. Même des bébés pour lesquels on a été très inquiets à la naissance. Rien, ils vont pas me dire mais il y a eu une prise en charge en ostéopathie ou en psychomotricité et c'est comme si tout ça s'était passé, c'était parti, c'était d'un autre moment. Le bébé dans l'ensemble va bien, même des bébés pour lesquels on était bien inquiets. Donc c'est pas très. Il faudrait peut-être refaire des films plutôt qu'un questionnaire téléphonique. On n'a pas les moyens, c'est pas fait, mais enfin ça c'est pas très performant comme dispositif. Par contre, ce qui est performant, si on peut dire, c'est que j'ai eu des retours éventuellement très positifs, très élogieux, le docteur Fache, Muriel Chauvet, tout ça, mais aussi une ou deux mamans qui se sont vraiment effondrées lors de l'annonce d'une petite difficulté des mouvements généraux et qui sont vraiment effondrées. Donc ça, là, j'ai des retours. Mais sur vraiment le développement de l'enfant, c'est pas très... Je voudrais poser une question, là j'en profite de ce cadre un peu particulier du point de vue méthodologique, là, pour la logique méthodologique. En fait, dans la mesure où nous ne savons pas quelle est la norme des mouvements généraux du fœtus en général. Le fœtus. Parce que le nouveau-né, tout est normé. À partir de quel âge ? Dès la première. Ah oui, d'accord. Donc, parce que si on découvre des mouvements chez le fœtus qui nous paraissent un petit peu bizarroïdes, mais là on peut encore rien dire puisqu'on ne sait pas quelle est la norme. On peut avoir notre instinct, notre flair clinique, mais on n'a pas de norme pour dire ce bébé-là a vraiment. Donc on va voir ce qu'il devient après la naissance. C'est pour moi et puis c'est pour tout le monde. Et là, si à la naissance on tombe sur des choses un petit peu anormales, délicates, anormales, là on peut enclencher une prise en charge précocissime pour prévenir un éventuel. Mais donc c'est un diagnostic de risque vraiment en 2 temps. Avec une première prise d'information en prénatal, mais dont on ne peut pas dire grand-chose. On peut avoir nos impressions cliniques personnelles, mais on peut rien en dire scientifiquement. Mais c'est la comparaison avec le post-natal. Et pas inquiéter la mère. Le marqueur peut être inquiétant au sens positif du terme à un moment donné et ne plus l'être quelques semaines après. Oui. C'est-à-dire que le raisonnement qu'on vient d'avoir, en plus, est fortement relativisé par le côté éphémère éventuel de ce qui fait clignotant et ce qui fait warning. Exactement. Ça rend modeste. Oui, ça rend modeste. Ce que je trouve vraiment important, c'est la notion de trajectoire développementale. Ça, je trouve que c'est très joli. D'ailleurs, c'est un très joli mot que je trouve que c'est très parlant. Trajectoire développementale, c'est-à-dire voilà, il y a en effet peut-être des moments où qu'est-ce qui dure, qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui fait trace, qu'est-ce qui se réorganise. Et dans l'après-coup, on sait pourquoi ça s'est réorganisé, pour d'autres, on ne sait pas. Voilà, peut-être vont réapparaître, parce que là, il y a des questionnaires pédiatriques, mais il y a sans doute des bébés pour lesquels il va peut-être y avoir des difficultés praxiques à l'école, des petites choses, on ne sait pas. Enfin, voilà, donc il y a comme s'il y avait des petits aléas comme ça. Bon. Avec Lisa Houss, pour le programme PIL, quand on a étudié le mouvement des mains, quand on a étudié le mouvement des mains chez les enfants de 6 mois à 4 ans, et notamment pour la cohorte des enfants qui avaient un syndrome de West, ça s'appelle aussi justement trajectoire développementale. Oui. Je me demandais, quand on suppose qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait aussi développé chez le fœtus, est-ce que justement des rencontres avec quelqu'un qui fait de l'autonomie avec la mère et le bébé favoriseraient cette rencontre avant même que le bébé soit né finalement, pour justement lui donner ce cadre un peu... Et l'autonomie, il y a eu une personne pour qui il y a eu de l'ostéopathie en anténatale. Le point extrêmement délicat, c'est dire en anténatal et qu'est-ce qu'on peut se permettre. Voilà.
Et c'est tout, on se heurte beaucoup à cette question de tous ces indices, de toutes ces c'est très délicat. Enfin, voilà, on est dans une zone extrêmement sensible. Et d'ailleurs, d'expérience, juste les bébés qu'on a vus en postnatal, si on a l'occasion, on vous en parlera tout à l'heure, mais pour certains bébés dont on a vu les mouvements généraux qu'on appelle répertoire pauvre, c'est un très vilain mot, parce que répertoire pauvre, ça nous parle à nous, mais si on dit ça à des parents, voilà. On a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait dire aux parents et quels mots on allait utiliser. Et vous avez beaucoup tricoté ensemble au téléphone pour savoir comment on disait. Ben, ça a eu des effets de bombe. Vraiment, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'est... Enfin, on a eu une maman, en tout cas, qui s'est vraiment effondrée devant, alors que c'était pas une annonce de handicap, hein, c'était pas... On n'annonçait pas... On disait juste, vous voyez, on pourrait soutenir un petit peu votre bébé qui a des mouvements un petit peu fragiles, on pourrait l'aider à aller se toucher, parce que le retour tactile, c'est sympa. Enfin, je sais pas, on a toujours bricolé des choses extrêmement positives pour soutenir et soutenir surtout que les accrocher pour qu'il y ait du soin précoce. Mais n'importe quel bout qu'on le prenne, c'est un coup de canif dans le narcissisme. Exactement. Alors, trop long, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on aurait pu décider que pour les 60 enfants, tout le monde avait une prise en charge précoce? Oui. Oui, c'est ce qu'on fait un peu avec Jouons Ensemble, avec le protocole de Jouons Ensemble que je donne assez volontiers, dont je parle pendant l'échographie aux parents. Et il y a effectivement les antécédents dans la fratrie. Là, les couples sont demandeurs. Ils sont demandeurs et dès le prénatal. C'est lourd, quoi. Mais c'est lourd. Ça, Oui. il faut l'énergie et le personnel. Et puis les 2 parents Asperger, c'était aussi intéressant. Mais la mère était la mère était sous traitement, donc ça peut modifier les mouvements généraux. Aussi. Alors, on va parler de choses sympathiques. Je vais vous présenter une championne. On l'a appelée Serena. Vous comprenez pourquoi. C'est une championne. Muriel, tu fais faire le commentaire? Oui. Allez. Alors, Serena a 2 semaines postnatales. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la complexité. La complexité, c'est est-ce que les mouvements vont dans tous les plans de l'espace? Donc là, vous voyez qu'il y a une main qui va derrière, il y a une main qui va sur le côté, il y a des pieds qui vont dans un sens, dans l'autre, le bassin, il y a des mouvements de contorsion. Alors c'est très court, mais elle a réussi à... oui. Là, ça va bien dans la 3 temps. Voilà, ça va dans tous les plans de l'espace. Il y a un autre indicateur qui est très important, c'est la variabilité, c'est-à-dire est-ce que vous avez l'impression que le mouvement est toujours le même, ou est-ce qu'à chaque fois, il y a un nouveau pattern de mouvement qui se présente, et à ce moment-là, c'est plutôt que c'est un bon indice. En général, quand on n'a pas besoin d'être formé aux mouvements généraux, mais quand on regarde un bébé et si on voit un mouvement qui se répète, en tout cas dans cette période-là, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prédire le prochain mouvement. C'est-à-dire que c'est une chorégraphie suffisamment riche pour qu'on ne puisse pas imaginer quel est le prochain mouvement. Et si on se dit, tiens, je vois des gens, on va vous en montrer, des gens qui font comme ci, qui font comme ça, et puis ça part, et puis, ou alors un bras qui est comme ça, et puis c'est toujours ça. Il n'y a pas du tout ces mouvements de rotation dans tous les plans de l'espace qui sont très importants. Parce que, moi, je disais ça hier dans une formation, mais je dis, mais tous ces mouvements de rotation, ça vient densifier la sensibilité profonde et ça vient donner du corps. Vous voyez, ça vient donner de la matière. C'est le mouvement qui donne de la matière. C'est le mouvement qui voilà. C'est comme du point de vue épistémologique, c'est Didier Hougel qui avait beaucoup insisté là-dessus. L'observation des bébés, Esterbic, Petit Clair, et celle-là, ce sont, à la différence des observations scientifiques expérimentales, ce sont des observations non prédictives. On ne s'attend pas à ce qui va se passer après. On prend les choses comme elles viennent et on verra ensuite quoi en dire. Je ne connais pas grand-chose en chorégraphie et en danse, mais le peu que j'ai vu comme spectacle de danse, c'est ça. On est dans un continuum de surprises pour les raisons que vous êtes en train d'expliquer. C'est-à-dire que on reste effectivement épaté par la succession de ce qui se passe, qui ne correspond pas, alors que je pense, je vous soumets ça comme hypothèse, qu'on a depuis tout bébé, on a un appareil
alors prédictif ou anticipatoire, moi je dirais plutôt anticipatoire, qui fait qu'on a quand même tendance, enfin beaucoup d'expériences avec les bébés le montrent, à imaginer le coup d'après, quoi. Et là, Et que beaucoup de nos marche apprentissages pas. reposent sur c'est intéressant. le cache-cache de il s'est caché, mais il va réapparaître. Et j'anticipe qu'il va réapparaître, même si je n'ai que 15 jours. C'est ça. Alors maintenant, Muriel, je compte sur toi pour nous expliquer ce que c'est que les fidgetis. Alors vous allez voir, notre championne. Alors, peut-être, on peut la revoir parce que c'est hyper court. Je pense que c'est important. Voilà. Tu veux Donc revoir là, Serena, ouais. t'es amoureuse, c'est ça? Oui. Parce que là, on est dans les writings, donc vous voyez, ça démarre lentement. Voilà, ça touche toutes les parties du corps. Voilà, il y a des mouvements de rotation et puis ça va s'accélérer. Elle a de bons abdos. Hein. Voilà, exactement. Alors là, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant cette histoire d'abdos parce que justement, on sent qu'elle est encore empreinte de la paroi utérine. Parce qu'elle a des contacts pied-pied, elle a des mains derrière la tête, elle est presque encore... voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements-là, ces mouvements qui sont un peu proches de l'axe, comme ça, au tout début, qui sont empreints de la paroi utérine, ils vont se défaire, ils vont se délier pour devenir un petit peu plus grands, et pour, au moment des fidgetis, revenir plus proche de la ligne médiane. Donc, on va voir ça. Allez voir. Fidgety, c'est parti. Ouais, fidgety, c'est parti. Alors Serena, notre championne, 11 semaines postnatales. Voilà. Allez Muriel, à toi. Elle a une petite hernie, donc il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Voilà. Mais vous voyez qu'elle est toute regroupée. Elle a des petits mouvements qui touchent toutes les parties du corps. Donc ça s'appelle les petits mouvements fiddling au niveau des doigts de pied, au niveau des mains. Elle est capable de toucher son body, de même toucher ses mains avec, ses genoux avec ses mains. Elle a la tête qui reste dans l'axe. Vous voyez, donc c'est comme si elle avait trouvé finalement un certain équilibre un petit peu dans ce mouvement. On voit bien la différence. Voilà, donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Voilà, c'est la même petite. Voilà. À 11 semaines. Voilà. Donc elle a 10 semaines de plus. Oui, à peu près. David, Voilà. tapis d'éveil uni, mais ça c'est raté. Voilà, bon, ça c'était raté, mais n'empêche que c'est quand même une athlète, parce que vous voyez, elle a déjà cette capacité de se regrouper contre la pesanteur, et ça c'est un enjeu du développement phénoménal, hein. Se regrouper contre la pesanteur, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, tous ces bébés qu'on voit qui sont à futur risque dans leur développement, eh bien, ils ont beaucoup de mal à négocier avec la pesanteur. C'est un enjeu du développement, la pesanteur, qui n'est pas présente in utero. C'est ça. Et Bullinger, tu l'as dit tout à l'heure, C'est pas utilise le grave. terme de gravité, Oui. ce qui donne tout de suite une connotation pour nous, enfin les amis du langage. La gravité, la portée existentielle est vraiment là. Mais oui, le flux gravitaire. Alors maintenant, je vais vous parler d'in utero. Alors in utero, la spécificité, c'est qu'il y a la force d'Archimède qui contrebalance la pesanteur. On parle de microgravité si on veut, mais en fait c'est la force d'Archimède, et le bébé flotte dans le liquide. Et deuxièmement, le rôle de la cavité utérine. La cavité utérine, c'est vivant, il y a des relâchements, des contractions, il y a la transmission de l'environnement, donc il y a tout le rôle de la cavité utérine, et ce contenant qui va arrondir le bébé, c'est très important. La transmission de l'environnement également. Alors, on a pu voir l'évolution de ces mouvements au début, à 8 semaines gestationnelles. L'embryon fait 17 mm. Là, c'est le début des 3 petits segments de membres, mais c'est encore tout petit. On ne peut pas parler encore vraiment de mouvements généraux. Il y a des petits tressaillements. On a quelques films sympas là-dessus. À 9 semaines d'aménorrhée, 7 semaines de gestation, l'embryon fait 25 mm, et là on commence à avoir ce qu'on peut appeler des mouvements généraux. Le pied lui-même fait 4,5 mm, vous voyez, c'est quand même tout petit, hein, mais il y a la mise en place de mouvements un peu plus dans les plans de l'espace. À 15 semaines d'aménorrhée, on est à 3 mois, on rentre dans le deuxième trimestre, et les mouvements généraux se complexifient, et c'est là qu'on a des flexions, des extensions, des rotations. Je vais vous montrer des exemples. Et je cite l'étude de Pavania. Pavania, c'est en Inde, en juillet 2025. Ils ont étudié les mouvements du premier trimestre, en 11 et 15 semaines, en intelligence artificielle. Ils ont quantifié les mouvements. Ils ont montré sur 326 bébés
une baisse quantitative des mouvements, donc généraux ou autres, était corrélée avec des pathologies obstétricales. Plus de césariennes, plus de retard de croissance intra-utérin. Sur 326, ils ont eu 26 cas de retard de croissance intra-utérin où ils avaient noté que la quantification en intelligence artificielle des mouvements généraux était plus basse. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas comme gynécologue, finalement, on commence à percevoir un petit peu, à se douter un petit peu de ce que c'est que les mouvements généraux normaux. Oui, voilà. Donc là, ça m'a intéressé parce que c'est effectivement une étude scientifique, quantitative, qui corrèle le premier trimestre à la pathologie de fin de grossesse. Il y a l'accouchement prématuré et le record de croissance intra-utérin. Parce qu'au troisième trimestre, l'espace, le fœtus est plus contraint, l'espace est réduit. Nous, en échographie, on n'a plus le champ complet. Et on voit qu'on a une baisse des séquences et des amplitudes. C'est un peu plus difficile à analyser et ça nous pose un problème parce que c'est quand même à cet âge-là qu'il y a les hypertensions de la grossesse, les diabètes gestationnels, les prééclampsies, les retards de croissance intra-utérin. Et donc, on aura plus de mal au troisième trimestre à mettre en évidence des anomalies des mouvements généraux. Alors, je vais avoir le plaisir de vous en montrer quelques exemples. Ce fœtus, on a 13 semaines d'aménorrhée. 13 semaines d'aménorrhée, c'est 2 mois et demi. Il fait 7 cm. Et là, vous allez voir une petite chorégraphie normale. Ce que vous avez vu chez Serena, vous retrouvez il a encore pas mal de place à 13 semaines, effectivement. La rotation, la fluidité, les séquences imprévisibles. Et donc, en termes de vitesse, en termes de direction, en termes d'amplitude, voilà un petit peu un exemple de ce qu'on peut voir, nous, en intra-utérin. Et la force de se décoller, ça c'est... Oui, il pousse sur ses pieds et il se fait réenrouler par la cavité utérine. Oui. C'est pas lourd. Moi, je trouve il y a une notion intéressante quand même que Brazelton utilisait beaucoup, c'est la notion de vitalité. Et c'est vrai que quand on regarde, parce qu'on regarde à plusieurs, souvent les vidéos in utero, et puis ça dure, ça peut être 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes par âge de développement. Et en fait, il y a des moments où on s'ennuie. Et on voit bien que ce fœtus, il est... Alors, parfois, il dort, mais parfois, pendant de longues séquences, on s'ennuie. Et je trouve que c'est intéressant, cet indicateur de « Ah, tiens, il n'y a pas beaucoup de vitalité, mais ça bouge pas beaucoup. » 3 fois 10 minutes, c'est-à-dire Il y a 3 Au niveau de la recherche, c'est ce que je fais. Je fais 3 séquences de 10 minutes. La première, la plus neutre. La deuxième, j'ajoute du 4D pour voir si on peut enrichir un peu l'observation avec le 4D. Et la troisième, c'est temps libre pour les parents, comme je fais en échographie clinique. Temps libre pour les parents, ils peuvent chanter, faire écouter de la musique, le palper. Tu dis le concept de vitalité, c'est intéressant parce que c'est un concept contre-transférentiel. En fait. Mais absolument. Il n'est pas descriptible, c'est le sentiment qu'on a. Absolument. Et quelques fœtus qu'on regarde pour lesquels on se dit « Ah, tiens, il est... » C'est ce qu'on retrouve dans ce que vous avez dit dans la théorie, au niveau de l'impression clinique. Impression clinique, voilà. Oui, c'est ça. Tu vas en parler. Donc, au terme de ces observations échographiques, on a mis en place une grille de cotation avec 3 items, les séquences, la variabilité des séquences, la complexité des mouvements, ce que vous avez décrit en postnatal, Muriel. Deuxièmement, l'exploration, effectivement, les mouvements orientés, vous avez vu. Alors, il ne faut pas chercher un fœtus au ballon à chaque grossesse, mais ça va être toucher la paroi, toucher son visage, toucher son genou, toucher son cordon, un petit mouvement orienté, et ça nous donnera des indications qu'on cotera de 2 à 0. Et l'impression clinique, alors effectivement, ça c'est peut-être plus subjectif, mais elle est pourtant assez évidente. Est-ce que c'est agréable à regarder, fluidité, ou est-ce qu'il y a des contractions, est-ce qu'il y a des soubresauts? Mais en fin de grossesse, vous utilisez aussi ça? Oui, en fin de grossesse, oui. Mais c'est in utero, ça. Cette cotation, elle est in utero. Oui, mais vous l'utilisez aussi en postnatal? Pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Ah bon? Pas aussi précise. Donc il faudra qu'on discute ça entre nous. Il faudra qu'on discute. Ouais. Alors je vous ai dit un petit mot du 4D qui peut effectivement améliorer un petit peu dans certaines situations et surtout au premier trimestre l'estimation des mouvements.
Et vous allez voir la chorégraphie tout à fait évidente de ce petit fœtus en 4D. On est à 12 semaines d'aménorrhée, donc 2 mois et demi. Il fait 6 cm. Et vous allez voir qu'il y a toute une chorégraphie. Hein, les petites mains en l'air, les petits pieds fléchis, la tête à droite, la tête à gauche, il lève. Hein, vous voyez, il y a toute une danse. Hein, il met ses mains au visage, une main en l'air, l'autre main en bas, les deux mains vers le bas. Et on a l'impression qu'il regarde vers le bas, il n'est pas censé regarder. Mais C'est spécialement varié. là, c'est spécialement varié. Oui, je ne l'ai pas choisi tout à fait par hasard. C'est aussi un rappeur, tu dis Oui, c'est ça. Lui, il fait du hip-hop. Bon, en tout cas, un champion. Hein, donc là, l'impression clinique est agréable, fluide, et, effectivement. Alors là, je vais vous montrer des cas cliniques un peu plus délicats où, effectivement, on s'est un petit peu inquiété. Premier cas clinique, c'est Ulysse. Faut savoir que la mère a eu un long parcours de PMA. Donc je vous montre les mouvements de Ulysse à 11 semaines, donc on est à 2 mois. Et vous voyez, c'est comme dit Muriel, il ne faudrait pas qu'on puisse le prédire. Or là, c'est assez répétitif, c'est des flexions-extensions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Surtout, il n'y a pas de mouvement de rotation. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu beaucoup de mouvements de rotation à droite, à gauche. Là, vraiment. Et là, il y a très peu de mouvements de rotation. On voit pas la même chose que tout à l'heure. Oui, mais je ne bouge pas ma sonde, hein, donc c'est quand même... Là, juste pendant que je te parlais, il avait quand même tourné. Oui, un petit peu, oui. Oui. Donc maintenant, je vous montre Ulysse. Alors là, on est à 2 mois. Je vous montre Ulysse à 3 mois, 1 semaine. Et vous allez voir une situation un peu inhabituelle. C'est la mère qui dira elle-même « Ah, il paraît serré ». Et effectivement, il y a un promontoire en arrière sur que je vais vous montrer ici. Ça, c'est le bas du placenta. Hein, il s'est adapté. Il a mis ses petits pieds dans le segment inférieur où il y avait une cisterne liquide amniotique, mais sa tête paraît coincée au fond de l'utérus. La mère a dit, il paraît serré. Et nous, on voit effectivement peu de mouvements, des mouvements des jambes, mais peu de choses d'autres. C'est long, ça doit faire long, une grossesse. Pour un fœtus. C'est long. C'est long. Les mères, elles disent souvent ça, hein, que les derniers mois, c'est long. Oui, on est gagné par la claustrophobie, quoi. Donc, il faut savoir que cet utérus est multicicatriciel. Donc, on était dans cette circonstance particulière, un petit peu en alerte. Ouais. Mais je dis les choses comme naïvement. L'environnement utérin pour ce fœtus a été révolutionné par ces problèmes, ces interventions sur la paroi, non ? Ça a modifié. Oui, certainement. On peut penser que cet utérus est un peu plus rigide, n'a pas la souplesse habituelle, n'a pas... Oui, complètement. C'est un utérus multicicatriciel. Ouais. C'est ça. Et nous, on est inquiets par rapport au risque de rupture utérine en fin de grossesse. Oui, non, mais je voulais juste dire qu'après ce travail autour d'Ulysse et des échographies d'Ulysse, on a regardé les choses un peu autrement aussi dans l'environnement de ces fœtus. Moi j'ai eu une autre représentation et justement je me suis posé on s'est posé des questions sur justement quel est l'environnement d'un fœtus pour lequel l'utérus a été opéré plusieurs fois, cicatriciel. Est-ce que ça modifie du coup la qualité du côté spongieux et un peu élastique de cette paroi? Et donc comment les mouvements du fœtus résonnent dans cet environnement un peu plus spécifique, peut-être un peu différent d'autres. Enfin, vous voyez. Donc ça nous a ouvert encore. S'il existe des études sur le devenir des enfants nés après l'intervention. Voilà. Moi, je ne connais pas. Oui. En tout cas, ça a encore ouvert un champ de réflexion. Et il faudrait presque regarder maintenant à la lumière de ce dernier bébé fœtus qu'on a vu, toutes les autres utérus cicatriciels. Est-ce qu'on peut faire des corrélations? Est-ce que ces fœtus ils bougent moins? Enfin bon, bref, ça nous a ouvert encore un champ de réflexion important. Donc là, vous allez le voir, on voit déjà sur le mouvement. Pour moi, c'est un réflexe de Monro. C'est comme un réflexe de Monro, de stress, tout ça. Je te laisse le décrire. Oui. Alors, rappelez-vous de Serena, de tout à l'heure. Voilà.
Donc là, on voit typiquement un bébé qui a un répertoire pauvre. Hein? Ben, peut-être. Ça peut, je suis pas en train de dire. Oui. C'est un pull, mais est-ce que ça ne peut pas Oui, bien sûr, oui, non, mais ça fait pas aussi partie du protocole, hein, être dans un environnement suffisamment chaud, suffisamment avec pas trop de lumière, pas de lumière à droite, pas de lumière à gauche. Elle a demandé s'il n'avait pas un peu froid. Ben oui, c'est un... Remets-le. Ouais. Et vous allez voir que c'est un bébé... Oui, c'est ça. Bah, il a des petites trémulations qui sont normales à cet âge, hein. Ça c'est voilà. Mais par contre, vous voyez qu'il a des mouvements très synergiques, très synchrones. Et vous voyez là, si vous regardez, vous pouvez vous dire, je prédis le prochain mouvement. En fait, j'ai une représentation un peu de quel est le prochain mouvement qui va arriver. Voilà, donc c'est vrai que quand on voit des mouvements comme ça, très très larges et très synchrones, voilà, là on avoue très inquiet. Pas du tout d'appropriation du plan médian. Voilà. Nicole, tu dis un mot? Parce que c'est la question de Sylvain. Est-ce bien sérieux de parler de bébé à risque autistique? J'ai trouvé qu'elle était, elle était frontale, la question. Hein. Bon. Moi aussi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'avais envie de prendre un petit chemin de traverse qui va nous ramener, mais il faut que j'aille vite. J'ai envie de dire que cette étude qu'on est en train de faire, très très passionnante, avec la corrélation avec le postnatal, elle aurait tendance à suggérer une causalité linéaire, c'est-à-dire que je condense comme ça, vite fait. Il y a une grossesse, là, dans ce cas-là, sur un utérus cicatriciel. Il y a des mouvements in utero qui sont limités, qui sont de mauvaise qualité. À la naissance, on retrouve ces mouvements atypiques. Vous avez vu ce bébé qui n'est pas bien du tout. Une hypersensibilité avec des moraux. Il est très désorganisé, ce bébé. Donc, trouble du neurodéveloppement possible, risque. Hein, et par glissement, tout au fond sur la ligne d'horizon, on verrait le risque autistique arriver. Hein, parce que c'est quand même un bébé qui ne regardait pas, qui n'est pas là, qui n'est pas... Bon, voilà. Et c'est une condensation que je fais, hein, là, pour dire le risque de cette, je trouve, à cette étude. Et c'est ainsi qu'on a pu entendre dans certains lieux, où on était ou on n'était pas, que maintenant, François Farge, il a dépisté l'autisme in utero. Et c'est là que je voulais pointer un peu quelque chose. Évidemment, il n'en est rien, mais c'est important, je trouve, de le pointer avec la question de... La question de Sylvain en titre. Et je trouve que ce réductionnisme-là, il est bien dans l'air du temps, et que si, à ces mouvements atypiques, là, qui sont tout à fait réels, on ajoute un petit peu quelque chose de la situation clinique de la mère, on a tout à coup eu un autre point de vue, une autre possibilité d'approche, tout à fait préventive aussi, qui va faire s'éloigner ces gros mots de prédiction autistique, quoi. Muriel va nous parler de la cascade développementale, si on lui en laisse le temps. Mais bien malin, celui qui pourrait dire l'évolution d'Ulysse. Est-ce qu'il sera autiste ou non? Est-ce qu'il aura des troubles du neurodéveloppement? On ne peut rien prédire du tout. Par contre, la prise en charge transdisciplinaire préventive tiendra ses promesses si on tient bien rassemblés les brins du faisceau dont parle François. Alors, n'oublions pas la complexité face à la simplification binaire de l'époque. J'ai fini. Merci. C'est ça le complémentarisme. Oui, c'est ça. C'est ces différents champs qui se croisent mais qui ne se touchent pas non plus. Et qui ne cherchent pas à se convaincre. Mais oui, absolument. Et qui se nourrissent plutôt, qui se réjouissent plutôt des points de tension et de conflits épistémologiques, plutôt que... vous voyez, on est très fort, on est tous d'accord. Mais chacun ne peut pas prendre l'ensemble des fils. C'est ça. Bien sûr. J'émets un vœu. Le jour où on publiera quelque chose, il faut que cette pièce du Pulse y soit. Parce que c'est la façon humaniste que nous pouvons défendre nos valeurs, que nous sommes heureux de partager avec vous ce soir. C'est-à-dire, oui à la prévention... Et ne remettons pas au lendemain cette prévention, faisons-la aussitôt que nous en avons des indices, mais ce n'est pas pour autant qu'on est prédictif. Mais il faut se méfier parce qu'une telle recherche, si on n'est pas très prudent, elle peut être très prédictive et ils se prennent pour les Christophe Colomb de l'autisme. On te laisse la parole pour clore. Voilà, une inquiétude suffisamment bonne ou l'éthique du soin. Évidemment, lorsqu'on rencontre tous ces bébés dont on annonce aux parents
certains bébés de la recherche dont on annonce aux parents qu'ils ont un répertoire pauvre, avec toutes les circonvolutions, vous l'avez compris, qu'on peut prendre en compte. Comment est-ce qu'on peut le dire de manière suffisamment bonne pour qu'on puisse les attraper finalement, hein, attraper quelque chose quelque chose du lien dans le transfert, justement, même si on est psychomotricien, mais en tout cas, il y a du transfert partout. Et comment est-ce qu'on peut l'attraper pour qu'on puisse mettre en place quelque chose pour ces bébés, mais dans quelque chose qui soit suffisamment accueillant, suffisamment délicat, suffisamment... Voilà. Donc ça a été des rencontres extrêmement délicates. Je ne vais pas tout vous montrer, mais j'ai rajouté ça... Sylvain, par rapport à ce que tu disais de peut-on prévenir, c'était quoi la question, le titre du séminaire parce que ça m'a frappé aussi. Est-ce bien sérieux de parler du bébé? Voilà, est-ce bien sérieux de parler du bébé à risque d'autisme? Je vous ai dit tout à l'heure en préambule que moi je ne parlais pas de bébé à risque d'autisme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les facteurs de risque là, ils touchent principalement le corps et l'organisation corporelle. Grande prématurité. Bon, vous connaissez tous ces facteurs de risque qui ont été montrés par la Haute Autorité de Santé, mais je trouve qu'ils ont une valeur en eux-mêmes. Hein. La grande prématurité, le petit poids, les encéphalo-anoxio-ischémiques, l'AVC périnatal, un antécédent de TND de premier degré dans la famille, les chirurgies. Enfin voilà, donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup le corps. Et je me suis dit qu'observer l'organisation sensorimotrice du bébé, c'était quand même un vrai enjeu pour mettre en place des choses de manière précoce et en pluridisciplinaire quand on le peut. Une petite fille qu'on a vue, vous voyez, 2 semaines post-terme, et elle est quasiment immobile. Hein, elle est... Voilà, on parlait tout à l'heure du flux gravitaire. Elle est écrasée par le flux gravitaire. Voilà, vous voyez que ses mouvements sont extrêmement lents, hein, par rapport à la petite Serena que vous avez vue tout à l'heure. Et évidemment, ça va être un travail extrêmement délicat. Voilà, en anténatal aussi. Hein, je ne vais pas tout regarder du coup, mais voilà. Donc, je rencontre cette petite fille avec une maman qui est... effondrée par cette annonce, comme si on lui avait annoncé, je sais pas, qu'elle allait être paralysée, enfin je sais pas, une annonce de handicap, tragique. Et je me dis, comment est-ce que je vais attraper ce couple et attraper ce bébé finalement? Et je décide de faire passer l'échelle de Brazelton à ce moment-là, qui est un outil que j'utilise avec d'autres outils. Et alors je suis vraiment stupéfaite par la qualité de regard. Hein, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui m'accroche. Et vous voyez, malgré son hypotonie, les bras sont complètement ballants. Je sais même pas comment l'installer tellement je mets une main sous le bassin, mais je suis vraiment... Voilà. Et en même temps, elle a une capacité relationnelle qui est extrêmement... Donc, elle m'attrape, en fait. C'est elle qui m'attrape. Bon, en tout cas, je vous explique. Je fais un travail de mise en forme du corps. J'essaye de la rassembler, de la mettre dans une position un peu antigravitaire. Et dans cette position, elle peut se toucher. Parce que le tactile et le retour tactile, il est très important. On parle beaucoup du toucher partout dans la vie, hein. Mais se toucher... La boucle de retour. Voilà, la boucle de retour, elle est très importante parce que c'est elle qui vient façonner encore un peu plus le mouvement et le fait que le bébé a envie de se toucher à nouveau. Donc évidemment, je discute, je l'ai installée de manière à ce qu'elle puisse regarder ses parents. J'explique à quel point elle fait des très jolies choses. Qu'elle peut toucher son corps. Et puis voilà. Donc il y a cette séquence, j'espère qu'elle va marcher, où cette petite fille, on sent que l'interaction avec sa maman est quand même assez difficile. Hein. Là, vous voyez déjà là, le regard qui... Hein? Là, c'est vous qu'elle cherche? Non, parce que moi, je suis à sa gauche. Voilà, en bleu, là. Voilà, donc justement, elle ne regarde pas grand-chose. Donc, il nous manque le son, là. Hein. Elle t'a chopé, là. Elle t'a trouvé. Voilà, donc je propose évidemment, vous voyez, cette mise en forme, ce petit cocon qui lui permet un peu de se rassembler. Je propose à la maman de mettre les mains sous le bassin parce que cette petite fille est quand même assez hypotonique et voilà.
Et je suis, là aussi, je trouve un point d'accroche qui est, je suis émerveillée par la beauté de ses doigts de pied, pour lequel elle a un grand second doigt de pied, là. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais voilà. Et ce qui est assez rare. Bon, voilà, donc je commence à regarder, je dis, mais quels sont ces... Le pied grec, ça s'appelle. Voilà, donc qu'elle a des très beaux doigts de pied, et à ce moment-là, voilà. Et donc j'arrive un peu, avec ma prosodie, c'est un peu le travail de Madame Laznik, hein, j'arrive un peu par ma prosodie à attraper un petit peu une vitalité chez le bébé, mais aussi chez la mère, et du coup, elles parviennent à se regarder. Mais franchement, j'avais un peu sorti les rames, comme on dit. Et on la revoit quelques semaines après. Donc là, à l'âge de mouvement, au moment des fidgetis. Et on voit qu'il y a des fidgetis, mais que quand même l'organisation de la ligne médiane, le regroupement, voilà. Donc c'était mieux, hein, des choses qui se sont réorganisées, pas autant qu'on le souhaiterait, mais voilà. Donc c'est une action précoce, mais qui a malgré toute la fragilité et la délicatesse de la rencontre, a joué une carte, enfin joué quelque chose qui a permis à la mère et au bébé peut-être de façonner un peu des petites installations, de mettre en place des petits protocoles de mouvement, de toucher, etc. Voilà, vous allez voir ce petit garçon qui a une espèce de mouvement parasites, saccadés, mais qui sont plus que des trémulations. Hein. Il avait vraiment des tremblements. Il était assez inquiétant. Voilà, on sent qu'il a vraiment du mal à s'organiser. Voilà, donc j'essaye de voir un petit peu comment je peux le soutenir. Tu l'as dit sûrement, mais j'ai zappé. Je pense que c'était le premier mois. Hein. Ouais, dans le premier mois. J'ai un peu oublié l'âge exact. J'aurais dû le noter. J'ai pas noté. Donc, si, je l'ai noté avant, je crois. Il est censé être millénisé, enfin la conduction électrique. Oui, pas tout à fait encore, mais je le trouvais vraiment en difficulté. Donc là, je fais un travail conjoint avec la maman aussi. Le papa était là, mais comme c'est des jumeaux, il y en avait un qui s'occupait de l'autre, enfin, etc. Donc là, il n'y a pas de son, mais vous entendez, vous imaginez que vous entendez à quel point je m'adresse au bébé pour le rencontrer, pour le saluer. Et voilà. Et vous voyez, donc là, je fais un travail autour du rassemblement, du regroupement. Et on voit bien déjà que ça oriente un petit peu son mouvement. Il y a ses mains qui peuvent déjà un petit peu se rapprocher de la ligne médiane. Il peut arriver à toucher son body. Voilà. Donc là, j'ai une action un peu de mise en forme, hein, qui est... Voilà, il se met à sourire, il me regarde, il m'a presque envie de me tendre la main, là, comme ça. Il savoure, ouais. Voilà. L'idée, c'est que c'est une remise en forme. Dans l'utérus, il était un petit peu comme ça. Exactement. Ouais. Voilà. Remise en forme et remise en mouvement. Voilà, dans le partage émotionnel, dans le dialogue tonique. Hein. C'est qu'une histoire de dialogue tonique. Je ne suis que en train de sentir à quel endroit je vais mettre mes mains. Là, vous voyez, je sens qu'il faut que j'aille un peu plus du côté du haut du corps. Donc, je vais accompagner un petit peu plus ce mouvement. Et là, je viens stabiliser les omoplates, hein. Enfin les épaules plutôt. Voilà, et les omoplates. Voilà, et je vais lui permettre du coup de se toucher. Alors, je discute, je verbalise un petit peu tout ça là, aux parents qui sont juste à côté. Voilà. Et vous voyez que les mouvements vont être un peu plus orientés, un peu plus organisés. Il y a un peu moins de tremblements qu'au départ. Voilà, il y a surtout des jolis sourires. On voit que du plaisir parce que tout d'un coup, on lui donne des points d'appui et donc du coup, il est beaucoup plus stable. Et il peut aller donner la jolie main pour se faire dévorer par la psychomotricienne qui n'ose pas, parce que quand même c'est que la première fois que je le rencontre, et qu'il y a papa et maman juste à côté, mais lui... Les enfants la première fois. Et lui, il arrive, regardez ce qu'il arrive à faire quand même, il arrive à trouver sa main, et avoir beaucoup de plaisir à trouver sa main, or qu'il était au départ comme ça, et il pouvait... Vous n'avez pas pris sa main dans sa... Là, je me suis dit... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. C'est ça, pardon. Ah, comment je fais là déjà ? Mais vous voyez, c'est intéressant de se dire que certains bébés ont besoin d'appui. Moi, je trouvais que c'était très joli ce terme d'André Bullinger qui disait « on met en forme le bébé ». C'est joli. Il y a certains bébés qui ont besoin qu'on les mette en forme, qu'on
qu'on leur permette d'orienter un peu leur mouvement. Alors on leur donne des bases d'orientation. Moi je lui ai pas dit tiens tu vas te mettre comme ci, tu vas faire comme ci, voilà. Je lui ai juste donné des points d'appui. Alors avec un petit peu de contenance parce que lui il en avait besoin. Il fallait que j'aille un peu chercher. Oui, d'ailleurs tu entre guillemets tu neutralises un peu le bas de son corps. Exact. Et tu neutralises aussi quelques mouvements parasites d'ailleurs. Voilà, Oui, exactement, ça, mais parce que c'était l'idée, parce que lui, il avait beaucoup de mouvements parasites. Et là, je vous montre une petite séquence avec sa sœur jumelle. Les jours, on se sent bien, on dit je suis en forme. Ça, Mais l'autre est pas en forme de quoi, on ne sait pas. Là, ça est clair. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, puis le passage, je ne sais pas comment vous le vivez, mais bon, si on peut se permettre ça, c'est-à-dire que moi, je me souviens une fois une sage-femme qui avait dit, mais le passage donc on a dit on est menacé de claustrophobie, enfin le passage de l'univers utérin où on est dans, alors bon on a les mains qui se mettent comme ça et on parle de contenance, etc. Et les psy, on a tout plein de métaphores. Et là, ça me fait penser à ce que disait une fois une sage-femme avec qui je faisais de la préparation à la naissance, qui disait, mais le bébé, quand il sort de l'utérus, il est comme nous au milieu de Notre-Dame. Mais oui. C'est-à-dire que, Bullinger est très fort là-dessus, c'est-à-dire le passage de quand même quelque chose de hyper contenu et serré à, c'est pour ça que la notion de gravité me plaît beaucoup, où là, les espaces infinis sont certainement incroyablement compliqués à apprivoiser, quoi. C'est ça. Donc effectivement, là tu donnes la solution, c'est-à-dire Tu leur redonnes un environnement. voilà, mais tu te décarcasses pour que ça se produise. Ouais, quoi. mais je trouve oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette idée, c'est un joli terme aussi, de donner des bases d'orientation. C'est-à-dire, je ne coince pas du tout son mouvement, je lui donne juste, et avec certains bébés, ça va être d'autres points d'appui. Là, vous voyez, cette petite fille, c'est très intéressant avec sa maman. Alors moi, je complexifie ton propos. Tu coinces la moitié de son corps en bas pour permettre la liberté en haut. C'est ça. Avec lui, je pense que c'est un... Et c'est ça ce paradoxe aussi avec la motricité. Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire à la fois, quoi. Ouais. Et donc c'est généreux de contenir un endroit, c'est-à-dire tu le contiens avec ta poitrine, tu es sur lui, et lui, il en bénéficie avec ses bras. On est vraiment dans la motricité libérée, là, où ses bras, son visage, son expression, il peut rentrer pleinement en contact avec toi, mais sans doute parce qu'il y a aussi lui, il a une tendance neurologique qui est moins lourde que d'habitude. C'est ça. Exactement. Oui, c'est la sœur jumelle. C'est la sœur jumelle. Alors là, vous entendez pas, mais la maman chantait. La maman chante. Alors, elle a une chanson un peu rythmée. Elle est assez rythmée dans les mouvements qu'elle propose. Et puis, peu à peu, je lui. Non, c'est elle qui a vu. Je pense qu'elle a vu sur l'autre. Voilà. Et puis, je pense qu'elle l'a fait un peu spontanément, ce que je trouvais intéressant. Et vous voyez qu'elle a les mains quand même complètement fermées, comme ça. Donc je vais venir rapprocher une main. La main c'est toi. Voilà, c'est moi qui rapproche la main. Oui. Voilà, et puis il y a tout un ajustement de la maman qui va ralentir le rythme, ralentir sa prosodie aussi. Enfin, voilà, donc voilà, pour qu'elle puisse, elle en lâche sa tétine. Hein, elle avait la tétine tout à l'heure, non ? Oui, elle en lâche sa tétine. Même difficulté au fond, tous les deux. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes difficultés. Elle était vraiment du côté de l'hypotonie, alors que lui, l'autre, il avait plutôt des tremblements, des petits mouvements anormaux comme ça, qui étaient un petit peu, qui nous avaient étonnés, Moi, j'aimerais bien juste dire quelque chose, parce que quelque chose qui me paraît vraiment important, parce qu'on clive beaucoup le corps et la psyché, encore, et désespérément. Pas trop ce soir. Non, pas trop ce soir. Non, pas trop ce soir. Mais je trouve que vraiment, tricoter avec le développement sensorimoteur, c'est vraiment soutenir l'activité psychique. Hein. Ouais. Ça se tricote complètement. Et voilà. Et on est dans un maillage extrêmement subtil que ce bébé, en effet, quand je le contrains un petit peu ou quand je le mets en forme, je le mets en forme pour qu'il puisse orienter ses mouvements et que ses mouvements soient reçus. Il trouve une adresse à l'autre et que du coup, les chaînes interactives se combinent. Alors évidemment, je
je suis une ancienne psychomotricienne et j'ai un peu tricoté tout ça aussi. Mais je trouve que c'est important. Myriam David, en 96, c'est dans le film de Bernard Martineau, dont j'ai déjà parlé pendant le cours. Myriam David, dans le film de Bernard Martineau, L'Oxy, une maison pour grandir, il y a dans ce colloque de 96, c'est là qu'elle a expliqué que son expérience concentrationnaire avait un lien avec sa vocation auprès des bébés, parce que, je passe les détails ce soir, c'est pas le sujet, mais que quand elle avait été très malmenée à un certain moment de son histoire, les gens qui avaient pris soin de son corps avaient pris soin de son psychisme, en fait. Hein. Mais il y a aussi des pédiatres, vous avez raison, on a eu un cas où, en plus du mouvement généraux qui était perturbé, il avait un problème de thorax, sternum, thorax. C'était évident, c'était pas la peine d'être médecin, on le voyait. Tom, avec qui comprimait le cœur, enfin c'était quelque chose de sérieux. Ah oui. Plus des mouvements généraux qui allaient pas trop. Et la maman est allée voir le pédiatre. Non, ça va se passer au début, c'est souvent comme ça et tout. Et nous, on était tous très très inquiets. Elle est revenue, on l'a adressée chez je ne sais plus qui. Enfin, Trousseau, en pneumo. Mais les pédiatres peuvent aussi banaliser en disant les trémulations comme ça, c'est normal au début. Ben oui, mais bon. Donc il y a une grosse sensibilisation à faire de ce côté-là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de formations à faire autour des observations précoces des bébés, hein, bien sûr. Il y a encore beaucoup de travail. Mais ça peut aussi être mal utilisé. Donc il faut attendre, nous, d'être plus sûrs encore dans nos données. Oui, bien sûr. Non, mais... Moi, je voulais juste dire que tout votre travail, que je trouve passionnant, me fait penser à la notion d'habiter. C'est-à-dire que le bébé, en fait, il habite sur cette première maison, là, qui est l'utérus. Et je trouve que ça renvoie vraiment à tout ce qui est environnement. Enfin, vous l'avez d'ailleurs plusieurs fois évoqué, hein, la notion d'environnement. On a vraiment cette notion que, dès le départ, il habite un environnement qui est l'utérus. Et après, en fait, vous allez l'apprendre à habiter aussi en dehors, dans le milieu aérien, et à habiter dans toutes les couches qui font l'environnement. Et c'est vraiment cette vision, je trouve, de Bronfenbrenner, quoi. On habite dans plein de couches mentales. On dit déjà, il sait plus où il habite. Il faut enlever ça. Bah oui, je ne sais plus où il habite. Je suis perdu. Pour l'histoire du DE, là, je crois que vous l'avez déjà cité, Pascal Quignard, quand même. L'essence de la danse, le passage de la prise en compte liquidienne, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure, tout d'un coup, il arrive dans un monde, il est écrasé. C'est ça. Et là, les enfants dont vous parlez, c'est redonner un peu des murs, en tout cas des appuis et des murs qui vont les permettre de mieux appréhender cet environnement qu'il n'arrive pas du tout à gérer. C'est ça. André Bullinger avait cette jolie phrase qui dit « Habiter son organisme pour construire un corps ». C'est le titre d'un article, Habiter son organisme pour construire un corps. Je trouve que c'est très joli. C'est super, Et il dit, et avec cette idée que, moi je trouve que c'est très joli, il y a cette notion de trajectoire, de processus, c'est que le corps, c'est une construction, mais c'est aussi une représentation. On arrive, c'est comme passer de être à exister. C'est ça. Voilà, donc on passe de l'organisme au corps. Enfin, pour moi, je fais des parallèles de... Je crois qu'on fait ça aussi quand on s'endort, on révise. Moi, je pense que... Enfin, c'est un peu projectif pour finir, mais... Bon, écoutez, les amis, en tout cas, merci beaucoup, parce qu'on est là, justement, entre anthropologie, poésie et périnatalité, et c'est vraiment ce qu'on aime dans ce séminaire. Donc, merci infiniment, et on continue. Merci à vous. Merci à vous.